Amis téléspectateurs, bonjour. Votre émission de ce mercredi 18 juin. Nous sommes au mois de juin. Le mois de juin, c'est le mois de l'enfant. Le mois de juin, c'est le mois africain. Amis téléspectateurs, aujourd'hui, nous allons parler religion. Vous savez, les pèlerins ont commencé à rallier Conakry. Il y a ces pratiques qui se passent parfois qu'on condamne et qu'aujourd'hui, pour vous éclairer, on va essayer de recevoir le grand spécialiste de la religion de la maison, c'est Alhaji Makandera qui est déjà présent sur ce plateau. Makandera qui va nous parler de l'importance de Hajj. Et sur ce même plateau, vous avez ce grand monsieur, ce grand reporter qui nous vient de la Chine. D'abord le camp. Il était au camp pour la formation civilo-militaire. Junior est présent pour vous, amis téléspectateurs. Après combien de mois, combien de semaines, il est maintenant sur ce plateau pour vous, pour votre plaisir. Et ce grand chroniqueur de votre émission, vous avez M3 que je adore bien, qui va aussi nous accompagner, qui va nous donner les informations nécessaires à telle ou à telle activité, parce que n'oubliez pas, M3 est aussi un grand reporter qui a pourlingué un peu partout en Guinée, qui a des éléments qui vont certainement vous servir, amis téléspectateurs. Encore une fois, Makandera, bonjour. Bonjour mon frère, bonjour à tous nos auditeurs. Voilà. Junior, bonjour. Bonjour Raphaël, bonjour à notre invité. M3. Au doyen. Bonjour Max, bonjour Monsieur Makandera, bonjour à l'officier de réserve qui nous vient d'une formation civilo-militaire. Comment à taquiner? Non, je ne taquine pas. Après une formation civilo-militaire, il n'a même pas eu le temps de se reposer. Voilà. Je l'ai vu dans une compagnie aérienne où je l'entendais vers Hong Kong, en tout cas vers les pays asiatiques. Bienvenue sur ce plateau de Zénith, Aboubacar Junior. Oui, il va nous parler de son séjour à Macao, c'est ça? Oui, Macao. Voilà, amis téléspectateurs, aujourd'hui, nous sommes avec les pèlerins. Les pèlerins sont déjà présents à Conakry. Et tout de suite, la première question, je vais céder la place à mon maître 3 qui va poser la première question à Alhaji Makandera. Alhaji Makandera, un chroniqueur, un monsieur qui a vraiment la maîtrise de la chose. Alors, bonjour encore M3. Bonjour Max, Alhaji Mohamed Makandera. Ahlan bikum ma'akum wa kum wa alaykum bil Zénith sur Coloma. Bonjour, salam alaikum Akhil Aziz, mon grand frère, merci. Je suis content de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Le 5e pilier de l'islam. Après la Shahada, après la prière, après la zakat, après le jeûne, c'est le pèlerinage. C'est quoi le pèlerinage pour les musulmans? Mais alhamdulillah, après avoir remercié Dieu et bénir sur le nom de notre vénéré prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je réponds à votre question. Il y a 5 choses fondamentales en islam. J'aime dire même les 5 principaux de la religion musulmane. Je n'aime pas dire souvent plier, et je connais pourquoi. La 5e chose fondamentale, qui est le 5e pilier comme vous le dites, c'est le pèlerinage. Ça fait partie de 5 choses fondamentales. Donc, quand quelqu'un qui se réclame musulman réunit l'une de ces choses, il sort automatiquement de la religion musulmane. Par exemple, un musulman la shahada, ce que vous venez de dire en arabe, c'est la double attestation par laquelle le musulman ou non-musulman peut embrasser la religion musulmane. Tu reconnais que c'est seul Dieu qui mérite d'être adoré et Mohammed est son messager, son prophète. Vous êtes d'accord avec ça? Bien sûr. Les 5 prières quotidiennes viennent automatiquement. Vous avez la zakat avec les critères qui s'ensuivent et vous avez le jeûne avec ses principes aussi et le pèlerinage. Le pèlerinage, c'est une obligation religieuse pour un musulman. Quand les critères sont remplis, les conditions sont là, vous êtes appelé à effectuer ce voyage saint vers les lieux saints de l'islam. Parce que le mot manistata, le mot manistata, ça a été mal interprété par beaucoup de personnes. Les gens pensent que c'est quand tu veux aller à la Mecque, tu t'en vas. C'est pas ça.
Une fois que la prière est obligatoire, quand les conditions sont remplies, sont là, et les critères, le pèlerinage est obligatoire pour un musulman. Faute de quoi, il va se réveiller demain devant Dieu, s'il veut dans une religion juive ou chrétienne, selon le prophète Mohammed. Mais ce n'est pas de sa religion. Vous avez l'âge, vous avez la santé, les moyens financiers sont là, les matériels en place, les conditions sont remplies et vous refusez d'aller. C'est comme quelqu'un qui refuse d'aller prier à l'heure. Et vous dites qu'à 14h45 ou 13h45, c'est la prière de 14h. Il dit que moi, je vais laisser aujourd'hui, demain je vais prier. Si cela ne peut pas se faire, un musulman ne se programme pas pour aller à la Mecque. Ce sont les conditions qui sont là. Une fois qu'ils sont remplies, seulement vous êtes appelé. Faute de quoi, vous risquez d'avoir, si vous mourrez dans cette condition, vous n'allez pas vous révéler devant Dieu comme un musulman de la religion musulmane. Voilà. Ah bon. Parce qu'il y en a qui disent que ça ou pas. Ils disent que non, moi je ne suis pas prêt. J'ai toujours dit aux Guinéens, ceux qui ont les moyens, les hauts cadres de l'État, ou bien les personnes aisées financièrement, il peut envoyer 20 personnes à la Mecque. Il est assis ici. Il s'appelle Abakar, il s'appelle Mohamed. Il s'appelle Mohamed Max, il s'appelle Mohamed Makaner. Il attend quoi réellement? S'il meurt dans cette condition, il a un autre problème avec Dieu. Si les moyens financiers sont là, c'est mon frère Max qui détient ça. Les deux parents sont en vie. Si je veux parler de la maman et de papa, ouais. Et autres personnes, et seul moyen d'aller à la Mecque, qui ne peut pas envoyer deux personnes, ce sont les parents qui attendent. C'est celui qui détient le moyen qui est interpellé d'aller. On n'envoie pas même les deux parents à la Mecque avant toi. Appelez votre raison maintenant un beau-père, ou bien une belle-mère, ou bien d'autres relations. On n'envoie pas quelqu'un à la Mecque en tant que musulman sans que vous ne partez avant. Vous allez effectuer. Vous ne priez pas à la place de... Le papa ne prie pas à la place, à votre place, dans une mosquée. Il ne peut pas aller prier pour dire que mon frère, mon enfant peut dormir. Donc, si cela est vrai... Si les moyens sont là... Si les moyens sont là, qui ne peut envoyer qu'une seule personne. Voilà, le détenteur de moyens doit d'abord partir avant d'envoyer n'importe quelle personne. Voilà le principe. Et une information pour vous et pour les téléspectateurs, il y a Mamadou Diallo qui est rentré de la Mecque. Mamadou Diallo. Mamadou Diallo. La cérémonie Koulibaly aussi. Voilà, la cérémonie. La cérémonie, c'est ce dimanche chez lui à Yateya. Mamadou Diallo, il est déjà à Conakry, il a fait le pèlerinage. Bon retour à Diallo. Bon retour à tous ses amis et que quelque part que Dieu l'accompagne. Alors, toujours avec Makandera, quand Mohamed pose ces questions-là, moi je pense que on est revenu sur ces questions plusieurs fois. Mais est-ce que, M. Makandera, on peut partir directement à la Mecque, on prend étape par étape pour parler les bienfaits de ces étapes-là? Il y a Médine, il y a ceci, il y a cela. Est-ce que c'est possible aussi? Je n'ai pas compris. Une fois que le pèlerin arrive au lieu saint de l'islam, il y a les étapes. Quelles sont les étapes, Quelles sont les étapes qu'il faut franchir? Et chaque étape a quelle importance? Quelle est sa définition? Merci pour cette question. Je reviens un peu derrière. Parce qu'on va en venir après le retour des pèlerins au Bercail. Ils ont commencé déjà. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut? Mais avant même son départ, je reviens un peu. Il y a 5 choses qu'il faut mettre en place avant de bouger. 1. Présenter les excuses au voisinage, aux collaborateurs, à toutes les relations. À qui on a fait du tort ou pas, présenter les excuses. Et si vous savez pertinemment que vous avez du tort à mon frère, partez même vers lui. Je vous ai envoyé une fois au commissariat de police pour ça, mais je n'avais pas raison, parce que j'étais fort de quelque chose. Mais aujourd'hui, je vais aller à la Mecque. Je viens vous demander pardon. D'accord. Dans le cas contraire, si vous ne vous reprochez pas de quelqu'un ou de quelque chose, dans l'ensemble, vous présentez les excuses à toutes vos relations avant de quitter. D'accord. Deuxièmement, et rendre les dépôts. Si quelqu'un vous a confié quelque chose, vous rendez avant de bouger. Troisièmement, vous payez les dettes. Ou bien vous laissez un garant. Faute de quoi, si vous n'arrivez pas à revenir dans le pays, qui va assurer, qui va payer? Et vous laissez ça. Et assurer la nourriture tout au long de votre séjour pour la petite famille à la maison.
Vous ne quittez pas pour aller à la Mecque et vous laissez la dépense à la charge des femmes et des enfants. Au Katam femme, non. Faute de quoi, l'islam vous demande de sursoir aller à la Mecque cette année. Voilà les choses que les pèlerins doivent savoir. Payer les dettes. Et cinquièmement, vous faites un testament. Parce que c'est une pénitence, c'est un voyage, il y a tout dedans. Qui peut être avec c'est retour ou sans retour. Allez-y, regardez le mouvement. Donc vous faites un testament autour des biens. Les 5 choses qui doivent être faites avant qu'un pèlerin quitte. Maintenant, les étapes. D'abord, Médine ne fait pas partie du pèlerinage. Ah, oui. C'est de passer, profiter de moments pour accumuler beaucoup de bénédictions, la grâce de Dieu, parce que vous allez prier dans une mosquée, là où seul rakat est plus de 10 000 rakats dans les autres mosquées. Vous passez pour ça, pour aller profiter de cette occasion et rendre visite à tombe de prophète et faire un petit séjour et quitter. Quelqu'un peut aller faire le pèlerinage à la Mecque et revenir à Conakry sans aller à Médine. Ça n'a rien à voir avec. Mais une fois que le temps est suffisant, on laisse les pèlerins passer, profiter de prier dans cette mosquée et rendre visite au tombe de prophète et ses deux amis à côté, Aboubakar et Omar. Et de là-bas, maintenant vous apprêtez pour aller à la Mecque. Maintenant, au niveau de Abiar Ali, voilà un endroit indiqué. Avant d'arriver à la Mecque, c'est là où vous allez formuler encore l'intention. Vous partez pour quel pèlerinage? Et pour quel type de pèlerinage? Qu'est-ce que vous allez faire? Parce que nous avons 3 types, 3 façons de faire le pèlerinage. Je n'ai pas là à citer tout. Mais arriver au niveau de Abiar Ali, c'est là où les gens se lavent. Prendre maintenant cette tenue blanche pour les hommes, pas pour les femmes. Les femmes aussi peuvent prendre, mais ce n'est pas obligatoire. Les 2 tissus que vous voyez là, c'est pour les hommes. Une femme, le tissu de Conakry peut faire ce pèlerinage avec ça. Oui, ce n'est pas forcément un tenue blanc, une tenue blanche. Ça, c'est pour les femmes, à l'Iram. Pour les hommes, ce n'est pas pour les femmes. Mais comme ça ne cause rien comme problème, on les laisse prendre aussi. Mais habillés normalement. Parce que c'est le pantalon et l'autre là. C'est que les hommes, non. Donc, arrivé à ce niveau, vous vous lavez et vous formulez l'intention. Mais, comme ce qu'on appelle atamato, 18 dans le pèlerinage, qu'est-ce qui se passe? Vous prenez la tenue là, avec l'intention, vous allez commencer par Oumoura. Parce que la date du grand pèlerinage n'est pas encore arrivée. Non. Vous allez venir à la Mecque avant la date du grand pèlerinage, pour lequel le pèlerin guinéen a quitté son pays. Ils perdent 2 coups. En quittant Abiar Ali, ils vont rentrer avec l'intention de Oumoura, le petit pèlerinage. Arrivé, ils posent les choses à la maison. Automatiquement, on va aller faire tawaf, la circumambulation autour de Kaaba. De la Kaaba, oui. On fait ça, et puis quand les choses terminent... Oui, Excellence, est-ce que, à peu près, on peut estimer le nombre de personnes autour de la Kaaba, combien? On ne peut pas. Non. Moi, je ne peux pas. Non. Je ne suis pas à mesure. C'est un monde fou. Parce que mon frère, 2 fois, on ferme. Pour que d'autres, quand le nombre ça diminue. Mais si vous voyez les gens partir, vous allez penser que ce n'est pas sur les pieds que les gens marchent. On peut te prendre, toi, on t'amène jusqu'au là-bas. Sans te rendre compte comment je suis venu là. Le monde, la personne ne peut vous déterminer. Mais imaginez-vous, Max, c'est tous les pays du monde, des musulmans, les 4 et qui viennent là-bas, les 4 coins du monde, qui viennent pour le même lieu, et le problème, autour de la même Kaaba. Le mouvement est ensemble. C'est comme si vous preniez Arafat. Au quoi, c'est le monde, tous les pèlerins seront le même jour, au même moment. On ne peut même pas estimer. Et personne ne veut la Donc, et si vous venez, dans un premier temps, vous faites Safa et Marwa, et puis vous allez revenir à la maison. Maintenant, chacun prend son logement. Vous enlevez cette tenue blanche que vous avez pris en cours de route, vous le mettez dans les valises, et puis vous reprenez la vie de Conakry. Vous prenez ça et moi, jusqu'au 7 du 2e mois musulman. Maintenant, la nuit du 7, on se prépare pour le 8, ce qu'on appelle Ayam Tarouya. Maintenant, c'est le départ de vrai pèlerinage, le grand pèlerinage, pour maintenant Mina. On vient la nuit du 8, on passe la nuit là, on se prépare très tôt le matin, on bouge pour Arafat. Parce que 12 heures doit nous trouver là.
Ça, c'est la journée du 9. Et ça, c'est combien de kilomètres, les distances? J'avais tout en tête. Est-ce que vous faites 25 km? 25 km. Oui. Chaque étape ou bien... Non, c'est entre Mina et l'autre. Okay. Mina et jusqu'à Arafat. 25 km. 25. Donc, parce que c'est le plus long, la plus longue distance. Distance là. Maintenant, arrivé la journée de 9, on passe toute la journée à adorer Dieu, à invoquer. Il n'y a pas de prière, rien. Jusqu'à 12h, on se lève, chaque groupe désigne un imam là. Et puis, comme ça, dispersé sur le terrain. Et puis, vous faites les 2 rakats de votre fête là-bas. Et puis, vous restez jusqu'au crépuscule. Ça, c'est le 9. Et personne ne bouge avant le crépuscule. C'est ce que j'ai dit une fois, quand j'étais permanemment comme guide avec les pèlerins, notamment les fonctionnaires et les patrons qui avaient les moyens, qui négociaient les taxis à partir de 17h et quittaient très tôt pour ne pas tomber dans l'embouteillage qui ne finit pas. Et le principe, un pèlerin ne quittera pas Arafat avant le crépuscule. Non. Et vous le faites, vous avez un problème à régler. Faute de quoi vous reprenez l'année. Ah bon? Et les gens ne savaient pas. Et ils savent parce qu'ils ont les moyens. Ils ne savaient pas, donc ce n'est pas condamné. Ceux qui ne savaient pas, d'accord, mais je vais vous dire quelque chose. Les pèlerins guinéens, c'est mon pays. Les gens refusent d'écouter. Des fois, même les guides. Haj Mohamed, est-ce que les guides prennent le temps pour donner toutes les explications des différentes étapes du pèlerinage avant que les pèlerins ne commencent leurs obligations religieuses? Je dis oui. Allez-y. Je ne connais même pas là-bas, mais ce que je vois même sur le terrain ici, avec les affaires religieuses, vous avez à une période très large de sensibilisation. C'est ce qui est toujours expliqué avant même le départ. Mais le Guinéen, c'est autre chose. Même en montant dans le bus, c'est autre chose. On classe ça là-bas. Maintenant, vous ne quittez pas avant ça. Maintenant, quand le crépuscule vous trouve là, on ne prie pas ni 19h ni 20h. Vous reprenez le chemin de retour la nuit. La prière de 19h et 20h ou 20h30, ça s'effectue seulement à Mousdalifa, avant Mina, en cours de route. Ouais. Vous descendez là, vous faites cette prière même à 2h du matin. Même à 5h du matin, si vous arrivez à 5h, c'est au moment là vous allez faire 19h et 20h de prière. Maintenant, c'est là, les gens commencent à ramasser des petites pierres pour lapidation. Maintenant, on se dirige vers encore Mina. On arrive à Mina encore, l'ancien logement, la matinée de 10 ici. Et au moment où nous nous apprêtons ici pour aller prier, les pèlerins passent de Mina pour aller commencer à lapider le dernier Satan, qui est très proche de la Kaaba, et revenir maintenant se raser et tout, et reprendre automatiquement, et puis vous laisser leur tenue blanche, et puis on reprend la tenue de Conakry. Mais il y a quelque chose. Makandera. Tout est maintenant permis pour l'intéressé, sauf compte intime avec sa femme. Pas de rapport sexuel. Pour celui qui vient, il laisse la tenue là, il va lapider le dernier Satan qui est le plus grand, il revient sans aller à la Mecque le même jour, aller faire la circumambulation qu'on appelle Tawaful Hadji, Tawaful Hadji. S'il ne fait pas ça, donc il est permis de se raser, de faire le tour, de manger de mer, à l'exception de lui avec si la madame existe avec lui. Mais celui qui a le courage, concernant le comportement, on va parler du comportement aussi. Celui qui a le courage avec la santé, il vient, il fait tout ça. Il lapide là, il continue à la Mecque le même jour. Il va faire ce taf, il revient. Même si madame à côté, ils peuvent commencer la vie comme à Conakry. D'accord. Ok. Avec tout ce que nous voyons aujourd'hui, je pense que il faut pas qu'on isole Junior qui vient d'arriver avant de se remettre. C'est mon frère. Junior. C'est mon voilà, ami. Junior, on va toujours partir avec Makandera parce qu'il est important et les pèlerins ont commencé à rallier Conakry. Ouais. Et je pense que tu as une question pour Makandera concernant bien sûr les pratiques, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, et qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui n'est pas interdit. Il a tout une jibicière qui est très bien remplie. Voilà. Sinon, voilà, toi, voilà Makandera. En fait, moi, ma question au niveau de l'imam, c'est vrai que la religion musulmane est très pratiquée en Guinée, mais moi je constate quelques désagréments au niveau même de la Ligue islamique. Je ne sais pas où viennent
ces agences de voyage fantômes qui n'existent que pendant le pèlerinage. Est-ce qu'aujourd'hui, il est question de réorganiser ce secteur de voyage pour permettre, n'est-ce pas, aux pèlerins de voyager dans les bonnes conditions? Qu'est-ce qui ne va pas? Et pourquoi c'est seulement pendant le pèlerinage qu'on voit des agents de voyage de ces agences? Merci pour cette question, mon grand frère. D'abord, je dirais à Junior que je ne relève pas de ce département. Ah, d'accord. J'exerce la religion musulmane. Je suis spécialiste en droit islamique comparé au droit occidental. J'ai mon master dans ça. Je n'ai jamais travaillé au niveau de ce département religieux. D'accord. Je relève de l'enseignement préuniversitaire. Je fais partie des inspecteurs. Mais je viens. Makandera, pour une fois, Makandera a fait prier les gens au stade. Oui, je viens. Voilà. J'en viens. Avec tout ça là, je m'intéresse beaucoup. Okay. C'est ma spécialité. Je peux vous dire quelque chose. Quel est votre constat là-dessus? Selon la question. Oui, je viens. Le constat est amer. Des fois, c'est même humiliant pour le pays. Si vous regardez ça, vous dérange. Nous ne sommes pas seuls sur le terrain. Et ce n'est pas une première. À chaque fois qu'on organise le pèlerinage dans ce pays, on a ces problèmes. Moi, je ne sais pas réellement quel groupe d'influence sur le terrain qui cause ces problèmes aux Guinéens. Ce n'est même pas au secrétaire général du département. Ce n'est même pas seulement la Ligue. Quand j'ai regardé sur les internets, on disait ailleurs qu'il dit il y a quoi, pareil ou quoi, le mot français que je ne maîtrise même pas, en Guinée pendant le pèlerinage. On dit en Guinée, pas à Cancan, pas à Boké, pas à Fourekaria. Les gens ne connaissent que la Guinée. Donc c'est quelque chose qu'il faut corriger. Mais est-ce que de la religion, Makandera, M. Makandera, est-ce que dans la religion, ces pratiques-là sont condamnées? Est-ce qu'il est important de créer des business autour de la religion musulmane, concernant par exemple le pèlerinage? Est-ce que c'est permis? Ce qui est grave, c'est pas permis, c'est condamné, c'est châtié. Dieu ne pardonne pas ça pour 3 raisons. D'abord, on fait du tort aux gens. Si un croyant ne peut rien faire, combien pour son frère, évitez de lui causer du tort. Si vous êtes vrai croyant, en dehors même de pèlerinage. Deuxièmement, comment au nom d'une religion, un croyant essaie maintenant de tricher. Et le prophète est clair dans son hadith, incontesté. Man khashana falaysa minna. Il dit que celui qui triche ne fait pas partie de ma religion. C'est le prophète qui en dit. Et plusieurs fois. Et sur quelle période encore? Et dans quelle période? Je vais dire une période vraiment sacrée. Les gens sont commencé même la pénitence. C'est le combat qui est là. Un vieux qui est au rang, à l'âge de 80 ans, 70 ans. Quelqu'un peut avoir le courage et fermer les yeux, prendre l'argent de ce monsieur, le mettre à côté. Si vous ne voyez pas l'intéressé, vous ne voyez pas aussi Dieu qu'on doit adorer. On dit, si on n'a pas peur de Dieu parce qu'on ne le voit pas physiquement, et on honte de Dieu parce que lui nous regarde. Voilà un bon croyant. Qu'est-ce qui se passe? C'est même honte. C'est même honte. C'est dans cette période de pénitence sacrée, au moment où chaque musulman profite d'accumuler beaucoup de grâce de Dieu et ses pardons, au même moment, quelqu'un est prêt à ramasser des péchés auprès de ses semblables guinéens. Mais est-ce que c'est pas... Il s'enrichit. Il y a une chose aussi, Mohamed. Il s'enrichit avec ça. Les périodes-là, M. Makandera, les périodes-là, et même à l'approche du mois de carême, tu vois, tous les prix, on augmente les prix, on augmente par-ci, on augmente par-là. Voilà un tout peu. Ça, là, oui, tout ça, là, c'est grave pour un musulman. Ça, c'est les commerces et autres. On en viendra. Voilà ce qui se passe. Et puis, quelqu'un qui se réclame d'un service religieux, il est mandaté pour servir un frère musulman guinéen comme lui. Ça se mise, c'est une cause de tort. Il veut construire avec ça, acheter les bonnes voitures, faire vivre sa famille dans l'illicite, et pendant que les autres familles sont en train de pleurer. Ça peut causer un problème à un pays. Ce n'est même pas un individu qui cause ça. C'est pourquoi il faut barrer la route à cette mauvaise habitude qui donne une mauvaise image à notre pays. Mais il y a un problème. Je ne maîtrise pas le dossier, mais il y a un problème aussi. Il y a des Guinéens qui sont prêts, parce qu'il y a des personnes corruptibles, c'est ça aussi, qui sont prêts à trouver qu'on appelle demi-tarif, où le montant fixé par l'État, Makandera ne veut pas payer ça, mais veut aller à la Mecque.
Vous êtes d'accord avec moi? Il veut aller à la Mecque sans payer le tarif normal. Il va rencontrer quelqu'un qui rêve de ce département ou qui vient même d'ailleurs. Parce que c'est un mouvement qui est là. Vous trouverez quelqu'un qui a un sac. Il monte, il descend, il dit qu'il travaille là, vous ne connaissez pas. Il ne relève même pas du département ministériel. Voilà ce qui se passe cette fois-ci. Il y a des arnaqueurs qui sont venus d'ailleurs pour arnaquer les gens. Mais si vous partez, vous ne voulez pas payer l'argent montant fixé par l'État. Et on vous dit, allez verser à la Banque centrale. Vous revenez avec le récit. On vous donne l'autorisation de versement. Vous contrôlez ça, passez par Macanera, passez, il est de la boîte. Vous voulez partir sans payer le montant. Si l'intéressé vous récupère votre argent, il n'arrive pas à vous satisfaire. C'est lui ou bien c'est toi? C'est toi. Il y a ce problème-là aussi qui se pose. Mais est-ce que cela n'est pas lié à un manque de communication? Parce qu'on suppose que le secrétariat aux affaires religieuses a largement des canaux de communication pour faire comprendre aux gens quelles sont les agences qui sont habilitées à prendre les tickets. Et les listes-là doivent être communiquées en amont pour que les Guinéens se rassurent. Quand ces deux agences, si tu n'es pas dans les deux et que tu ne voyages pas, la Ligue islamique décline toute responsabilité. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, lorsque vous sélectionnez des passeports ou des agences, il faut avoir un regard. Il faut veiller. Il ne faut pas laisser entre les pèlerins et les agences. C'est vrai. Parce que c'est la Ligue qui coiffe tout. C'est la Ligue qui coiffe tout. Oui. Mais lorsque vous dites, par exemple, ça ne relève pas de nous, c'est comme s'il y a une partie de responsabilité qui est lâchée au niveau des agences privées. Et c'est ce qui amène tous ces dysfonctionnements. Et finalement, vous voyez des candidats à la Mecque qui ne sont pas partis. Et c'est dommage. Je pense que... Je suis entièrement d'accord. Ce qu'il vient de dire, je suis entièrement d'accord avec lui. Junior a parfaitement raison. On doit passer par les choses pour corriger. Junior a parfaitement raison. A raison. Voilà. Moi, je pense, étant très, très, très jeune, moi, je vois déjà là où il veut en venir. Mais avant d'aborder d'autres sujets, avant d'aborder d'autres étapes, on va partir avec Junior qui était tout récemment à Macao. C'est ça, Junior? Oui, effectivement. Ouais. On a même proposé un reportage, si vous pouvez l'annoncer. On va suivre ça d'abord derrière. Suivre le reportage avant le commentaire. C'est parti. Le Forum international sur l'investissement et la construction d'infrastructures se tient à Macao, en Chine, du 9 au 12 juin 2025. En marge donc des travaux de ce rendez-vous d'envergure internationale, le ministre des Infrastructures et des Travaux publics de la République de Guinée, accompagné de ses directions sectorielles, comme l'OFER et l'AGEROUTE, échange avec les entreprises chinoises qui travaillent dans le domaine des travaux publics en Guinée. Le message du général Mamadi Doumbouya est transmis à ces entreprises afin de respecter les clauses des contrats. Unanimement, les entreprises chinoises réitèrent leur engagement quant au respect des délais, mais surtout la garantie des infrastructures. Il a dit que la société Renachil, il est entré dans la Guinée depuis le 1987. On a travaillé beaucoup là-bas. On a eu des projets réalisés en goût. Aujourd'hui, il a rencontré avec monsieur le ministre pour échanger avec l'avancement des projets, aussi les projets à l'avenir. Ils ont promis à monsieur le ministre pour les projets qui sont en cours, on va prendre notre responsabilité pour respecter le délai, aussi la qualité. La Chine est un partenaire de premier plan de la Guinée. C'est pourquoi plusieurs chantiers d'envergure sont confiés aux entreprises chinoises, notamment la construction de l'autoroute 2x2 voies à Kankan par Enanchin, la reconstruction de Mamou Labé par CRPC et Enanchin, la reconstruction de Mamou Farana par Cibitec, la réhabilitation de Kagbelen Sumba par Cibitec, la construction de l'échangeur de Bambeto par Sino Hydro et très prochainement la construction de l'autoroute 2x2 voies Kagbelen Tanene par CRBC. Tous ces projets constituent aujourd'hui des priorités pour le gouvernement guinéen. La Chine est un partenaire stratégique dans la construction et la modernisation de nos infrastructures. C'était donc naturel que la Guinée envoie une délégation pour faire le point sur le portefeuille de ces projets qui sont en cours. Et ça a permis de rencontrer la plupart de nos partenaires chinois, mais surtout de rencontrer les grands décideurs pour être sûr que non seulement on est dans la bonne dynamique de coopération,
qu'on respectera les délais impartis et surtout qu'on verra à la qualité. Donc je sors satisfait de ces rencontres bilatérales avec la plupart de nos partenaires et l'engagement est pris au niveau de la plupart de leurs sièges ici en Chine, de renforcer les équipes en Guinée en termes de moyens, de ressources, mais également d'accélérer la cadence pour la plupart de ces projets. Le ministre Mahamadou Abdoulaye Diallo poursuit donc sa série de rencontres avec les présidents directeurs généraux de toutes ces entreprises chinoises qui travaillent en Guinée pour redynamiser la coopération dans le respect mutuel et dans un esprit gagnant-gagnant. Voilà, amis téléspectateurs, c'était le reportage de notre frère, notre collègue ici présent sur ce plateau. Il y a combien de sociétés chinoises en Guinée sur le plan de la construction des routes? On ne peut pas, mais ils sont près de 8 ou 7 sociétés chinoises qui travaillent dans le domaine des infrastructures et des travaux publics en Guinée. Et ce forum international sur l'investissement et la construction d'infrastructures s'est tenu à Macao, à Hong Kong précisément, une région de la Chine, mais une région indépendante, qui a son gouvernement et puis sa monnaie et tout ce que vous connaissez comme, comment je vais dire, la souveraineté de cet État. Ouais. Mais ce qui est plus remarquable, c'est aujourd'hui la volonté politique du gouvernement, du président de la République et toute l'équipe gouvernementale de booster, n'est-ce pas, le développement des infrastructures en Guinée. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis, n'est-ce pas, l'avènement du CNRD, vous avez vu comment nos infrastructures routières souffraient essentiellement dans le domaine de la construction. Mais à sa venue, il a aussitôt négocié le projet de construction de 214 km la voirie de Conakry, qui est aujourd'hui en cours d'exécution. Et dans ce projet, il y a non seulement des entreprises guinéennes, mais aussi des entreprises chinoises, y compris Cibitec, qui a eu 69 km la voirie de Conakry, et puis les échangeurs, mais aussi l'échangeur de Bambeto, qui est en finition avec Sino Hydro. Alors, tous ces projets tenaient à cœur le gouvernement. Il fallait booster les entreprises pour leur achèvement très rapide, parce qu'il y a d'autres projets qui ont aussi commencé, qui sont en discussion, en négociation, dont le financement, on n'est pas sans savoir que même avant-hier, il y a eu un décret de ratification de près de 500 millions d'euros. Tous ces montants doivent aller dans le domaine de construction des infrastructures routières en Guinée. Donc le ministre Mahamadou Abdoulaye Diallo a mis sa visite à profit l'occasion de ce forum d'échanger avec les PDG. Vous savez, généralement, quand c'est des multinationales, généralement, on envoie des experts, mais les vrais patrons restent au pays. Bien sûr. Donc il était question d'aller rencontrer les PDG, les présidents directeurs généraux, des fondateurs même de ces sociétés, et comme Enachine, comme Cibitec, comme Sino Hydro, et comme Enachine et plein d'autres sociétés, par exemple Enachine qui fait l'autoroute de Cancan, et puis Cibitec qui doit faire la route 2x2 voies Conakry-Tanene, et vous avez d'autres projets comme la construction de la corniche en 2x2 voies entre Hamdallah et jusqu'à Symphonia. Alors tous ces projets aujourd'hui sont presque prêts pour la construction. C'est pourquoi il était question d'aller voir ces PDG, parce que c'est une politique de la Chine d'agrandir son éventail diplomatique dans le domaine des investissements en Afrique. Donc aujourd'hui, la Chine est devenue un centre d'attraction de plusieurs pays africains qui veulent une coopération digne, gagnant-gagnant, basée sur la vérité et le respect mutuel. Donc le ministre a eu non seulement le temps d'échanger, de prendre part à ce forum de Macao, mais aussi échanger avec ces PDG de ces entreprises pour d'abord dire comment vous comptez exécuter ces travaux. Non seulement le respect du délai, du délai surtout, mais aussi de la qualité. C'est pourquoi le département... Et quand tu vois l'échangeur ici à Bambeto, c'est incroyable, c'est formidable. Et ça, c'est Sino Hydro qui a fait ça. On se rappelle encore, c'était le 13 avril 2022 que le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, lui-même a fait la pose de la première pierre de l'échangeur de Bambeto. Et 2 ans après, malgré quelques difficultés liées au déplacement des réseaux, comme la SEG, l'EDG, mais aussi la fibre optique, a permis, n'est-ce pas, de finir les travaux dans un temps record. Donc le ministre Mahamadou Abdoulaye Diallo a demandé aux PDG de ces entreprises en Chine de demander à leurs représentants
d'abord de renforcer les équipes. Parce que lorsque vous avez 100 km pour 2 ou 3 ingénieurs, on suppose que c'est peu. Il faut avoir plusieurs ingénieurs, plusieurs équipements, c'est-à-dire la logistique des machines de dernière génération et recruter la main-d'œuvre locale. Et même le ministre, il est très jeune. Moi, je pense que quelque part, il y a tout ça qui compte dans la refondation. Exactement. Ce ministre-là, je ne l'ai jamais vu quelque part. Il est très jeune. Oui, mais très, très, très travailleur, parce que là, il faut se dire qu'il ne dort pas. Il a trop de temps pour les entreprises, pour les travaux, et surtout, il tient compte de la qualité. Vous savez, généralement, on avait l'habitude d'avoir des routes ici, des routes saisonnières, il faut le dire. On construit cette année, l'année prochaine, la première pluie ramasse tout le goudron. Donc aujourd'hui, les autorités de la transition tiennent compte de la qualité des travaux. C'est pourquoi le laboratoire du bâtiment et des travaux publics est opérationnel. Les études géotechniques de tous les projets doivent passer dans les laboratoires, la nouvelle méthode de construction de nos infrastructures. Et là, on ne voit pas l'argent, parce que quand vous imaginez, par exemple, des projets qui sont en cours, entre, par exemple, Kagbélin pour sortir de Kouria, les 26 km de déviation en autoroute 2x2 voies sur un flanc de montagne avec un relief très accidenté. Et ce budget a été accepté sans discussion. Parce qu'on a... C'est combien? C'est à peu près 20 ou 28 millions de dollars pour permettre d'avoir des routes de qualité. Et à date, les entreprises, il y en a qui sont jusqu'à 32%, d'autres sont à 20%, d'autres sont à 40%, parce qu'on a jugé utile d'expérimenter l'expérience guinéenne en donnant ce projet à 3 sociétés guinéennes qui ont réparti en des lots. Vous avez Cibitec, vous avez Guicopress et vous avez Guiteresa. Alors ces sociétés, aujourd'hui, travaillent d'arrache-pied pour permettre de désengorger la ville de Koya. C'est-à-dire tu peux aller aujourd'hui à Kindia, après ces travaux, sans... Et je t'informe que la ville de Koya, comme tu parles de la ville de Koya, il y a déjà nos antennes qui sont installées sur le Kakulima, tout est prêt. Voilà, bientôt tous les téléspectateurs, partout dans le monde, les gens vont suivre la télévision nationale, ils vont suivre la radio nationale, grâce à notre ministre Fana Souma qui est en train aussi de se battre pour développer le secteur des médias. Exactement. Donc aujourd'hui, dans le domaine des infrastructures, il faut dire que ça prend de l'espoir. L'espoir est grand, parce que quand on va finir la route 2x2 voies Kagbélin-Tanene, on va finir Kagbélin-Kouria, on va finir Boké-Gawal, on va finir Kankan-Kissidougou. Et tous ces projets ont été déjà signés, ratifiés, et puis le financement, même avant-hier, je parle de décret qui, n'est-ce pas, donne 500 millions d'euros pour ces travaux. Donc il faut quand même saluer la volonté politique du gouvernement qui est en train, parce que là où s'arrête la route, s'arrête le développement. Quand vous êtes dans les pays de la sous-région, vous verrez carrément la différence. Là où s'arrête la route, ça s'arrête aussi le développement. Oui, alors tu es parti à Macao. Qu'est-ce que tu as vu? La ville, la représentation, comment ça se passe? C'était un premier Gao à Paris. Mais ce qu'il faut quand même retenir est que en fait, il faut s'inspirer des autres pour aussi faire mieux. Macao est une ville très construite, là il faut se dire la vérité, parce que même dans la Chine continentale, quand les habitants de la Chine veulent venir à Macao, il faut prendre le visa. Il faut prendre le visa pour séjourner à Macao, et là-bas le séjour ne dépasse pas 2 mois pour un Chinois continental. Et après 2 mois, tu ressors d'abord de Macao pour aller renouveler ton visa avant de revenir. Donc c'est un pays très bien organisé et l'économie est basée sur les casinos, les hôtels. Vous verrez des bâtiments là-bas avec le ciel artificiel. Tu ne sais même pas quand il fait nuit, quand il fait jour. Et à Macao, j'avoue qu'avec la mobilisation et la gestion rationnelle des recettes de l'État, chaque citoyen de Macao a 10 millions de patanka à la fin de l'année. C'est-à-dire la distribution de la richesse permet aux citoyens de vivre. Et ils ne sont que 600 000 habitants. Donc, ils ne sont pas nombreux, un pays de 33. Il y a mon maître qui veut... De 30 km carrés. Pas pour une question, parce que moi, je suis content que mon jeune frère effectue un tel voyage. Il ne laisse pas... Non, je veux qu'il continue à grandir. Donc, grand frère, c'est une référence. Quand vous voyez là-bas, avec les métros et le pont le plus long du monde, le pont maritime le plus long du monde, c'est entre Macao et Hong Kong. 55 km. Je pense à notre Kassa. Et j'ai fait une publication, je dis, je rêve un jour de voir mon pays plus construit qu'ici. Et c'est possible.
Il suffit juste d'encourager, d'avoir la volonté politique. Kaloum, Kassa, ça fait combien de kilomètres? Ça fait 7 km, 5 km. Alors qu'on a un pont de 55 km. C'est comme si tu quittes Kindia, Kaloum pour aller jusque derrière Kouria là-bas pour 50. Parce que Koya Conakry, c'est 50. Mais tu ajoutes encore 15 km, d'accord, de pont maritime entre Macao et Hong Kong. Donc ça veut tout simplement dire que... Et le projet a pris 9 ans. Ils ont commencé en 2012, je me rappelle, pour inaugurer en 2018. Donc, ça veut tout simplement dire qu'avec l'identification des priorités, avec la paix, la stabilité, on peut construire notre pays comme ces autres pays, parce qu'on a tout. Au fait, aujourd'hui, quand vous allez, le respect qu'on a donné à notre ministre là-bas... Tu as vu la ville, tu viens d'arriver voir en ville, tu vas te promener. Il y a un changement en ville. Exactement. Quand tu viens, ce n'est plus les égouts que tu rencontres. J'avoue que parmi les pays invités, parce qu'il y avait le Nigeria, il y avait Kenya, il y avait plein d'autres pays africains, mais le respect que nous avons eu là-bas, c'était pas comme les autres. Pourquoi? Parce que, au fait, même, bon, c'est une expérience, vous avez déjà vécu, mais même à l'aéroport ici, quand vous allez, là où les riches passent, c'est pas là-bas les pauvres passent. Donc on met la Guinée comme un pays riche à l'international. Pourquoi? Parce qu'avec le méga projet Simandou 2040, l'espoir renaît chez les populations. La Guinée devient plus crédible. Aujourd'hui, même si on veut 1000 milliards de dollars, il y a une chose aussi il y a une chose aussi qui m'a marqué quand j'ai regardé les images au Gabon, tous les présidents, il y avait combien de présidents présents au Gabon, mais c'est la Guinée qui a eu cette chance. Le président Mamadi Doumbouya est venu avec le président gabonais, une torche à main. Donc il a cédé à Mamadi Doumbouya. Moi je dis, mais les militaires, qu'est-ce que ça veut, tout ça veut dire? C'est des images que tout ça dégage. Et que oui, derrière, il y a une image là, il y a des images. Non, pour mieux appuyer ce que vous dites, et appuyer mon jeune frère Junior, c'est qu'aujourd'hui, on peut ne pas aimer Mamadi Doumbouya. Mais ce qu'il fait, il faut respecter et il faut l'accepter. Parce qu'il a un rêve pour la Guinée et il aime ce pays. Et il n'a pas d'ethnie chez lui. Mamadi, il veut que la Guinée se développe. C'est pourquoi je prie Dieu que l'entourage ne le trompe pas. Parce que les enfants là, ils sont venus, franchement, ils veulent travailler pour la Guinée. Qui ne veut pas le bonheur pour soi? Tout le monde veut le bonheur pour soi. Ce qu'il dit dans le pont qu'il parle à Macao, le plus grand barrage du monde se trouve en Chine. Barrage à 3 gorges là. Mais tout le monde veut ce bonheur-là chez soi. Imaginez-vous avec ces contournantes-là vers Kouria et puis Tanen et Gao. Mais les gens de Gao ne pouvaient pas imaginer qu'un jour ils allaient avoir le goudron. Aujourd'hui, il y a Boké, Bissau. Moi, j'ai mes parents vers Sans-Salé. Ça fait des années, je ne peux pas aller. Et moi, je pense, M3, tout ce que nous sommes en train de voir avec la Chine, ça, c'est un écrivain qui a écrit « Et si la Chine se réveilla ?» C'est ce qui se passe maintenant. La Chine s'est réveillée. Non, mais et il y a 400 ans, il y a des siècles. C'est Napoléon Bonaparte qui a posé la question. Je finis là. Non, excuse-moi. C'est Napoléon Bonaparte qui est venu en Chine. Il a vu la grande muraille. Il a demandé quels sont ceux qui ont fait ça. Ils ont dit que c'est des gens qui ont des petits yeux. Ils sont derrière le mur. Il a demandé le jour où ils vont passer devant le mur, le monde aura des problèmes. Et voilà comment la balle est partie. Et le monde va trembler. Et la Chine s'est réveillée, la balle est partie. C'est ce qui se passe. Et aujourd'hui, la Chine, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, hier, les gens, quand tu pars à l'ambassade de Chine en Guinée, tu ne trouverais personne. Aujourd'hui, c'est un embouteillage, tu n'as même pas de place. Moi, je viens de quitter. Ça fait tout juste quelques semaines, mais c'est un monde fou en Chine, à l'ambassade. Je parlais de l'honneur qu'on a donné à notre pays là-bas. Sincèrement, quand tu es Guinéen, tu es fier d'être Guinéen. Parce que, comme je le disais, aujourd'hui, vous n'êtes pas quand même sans savoir que la hiérarchie sociale s'organise autour de la fortune. Donc, la Guinée est partie là-bas comme l'un des pays porteurs d'espoir de l'Afrique. Avec le méga projet Simandou, on courait derrière le ministre pour le rencontrer. Évidemment. Parce que parfois, c'est un bâtiment, à Macao, il y a un bâtiment d'affaires là-bas, mais mon frère, tu peux te perdre dedans. Carrément, tu te perds dans le bâtiment sans savoir dans quel compartiment, parce qu'il y a toutes les lettres, c'est-à-dire le bâtiment est classé par lettres alphabétiques. On va te dire, par exemple, A1, A2, A3, tu vois, tu ne te retrouves pas. Donc, parfois, nous, les reporters, quand le ministre reçoit tel PDG en audience, avant de quitter la salle là, un autre groupe d'affaires a déjà récupéré le ministre. Donc, il faut aller encore derrière lui là-bas. Quand il quitte là-bas, il est dans la salle. Il faut même courir. Il faut même courir. Mais on courait derrière lui, parce que
Vous savez que quand on te masque comme ça, les hommes d'affaires, et puis, vous voyez, tout ce monde derrière notre ministre, on le recevait dans tel... C'était le ministre le plus convoité, parce que nous, on a vu dans la salle, après qu'on nous sommes sortis de la salle, on n'a vu aucun autre ministre en audience avec les hommes d'affaires, avec les membres du gouvernement, avec ceci, avec cela, sauf notre ministre. Donc c'était vraiment une fierté pour la Guinée, parce que chaque salle était déjà aménagée en amont, parce qu'on doit recevoir le ministre guinéen des infrastructures. Donc quand il venait, on trouve les dispositions déjà là, et puis il s'installe, il commence le débat. Nous, on commence directement à filmer, mais il te dit, bon, on n'a que 20 ou 15 minutes de débat pour toi. Donc il te laisse, il va dans d'autres salles. C'était vraiment un honneur pour la Guinée. Et ça se comprend, la Guinée a le plus grand projet minier au monde. Mais aujourd'hui, la Guinée, c'est la demoiselle vierge de l'Afrique. Donc tout le monde court derrière la Guinée. Chacun veut avoir sa petite place avant qu'il ne soit tard. Et c'est pourquoi l'accueil doit être chaleureux. Et il parle de villes, par exemple, quand il me parle en Chine, c'est la société qui appartenait à un ancien ambassadeur, qui a été l'un des plus doyens des ambassadeurs en Guinée, mais il a tellement aimé la Guinée qu'il a créé en Chine, parce qu'il a pris sa retraite, il est rentré. Il a créé en Chine. Aujourd'hui, c'est son fils qui est le PDG. Junior, aujourd'hui présent sur ce plateau avec Mohamed, trois grands reporters, les reporters de la maison, en même temps chroniqueurs pour vous, amis téléspectateurs. Nous sommes avec Makandera, Alej Makandera, ce spécialiste chroniqueur qui fait la fierté de la Guinée à travers la simplicité par laquelle il passe pour expliquer la religion. Et moi, je pense qu'il est à la disposition de tout le monde. Monsieur Makandera, tu acceptes monsieur? Oui. Très bien. Alors, une autre étape. Monsieur veut dire Sayyid en arabe. D'accord. C'est ce que j'aime beaucoup. C'est ce que tu aimes beaucoup. Et alors, une autre étape. On a fini à la Mecque, on va se rendre maintenant à Conakry, à l'accueil. Tu verras des gens qui embrassent les femmes des gens. Est-ce que c'est permis dans la religion musulmane? Est-ce que ça se passe comme ça? Est-ce que c'est normal? Ils font même des uniformes. Ils font même des uniformes. Ils font des danses. Ouais. C'est compliqué. Haj Mohamed Makandera, après le pèlerinage, qu'est-ce qui doit être le comportement de celui qui a déjà effectué le pèlerinage, parce que c'est le cinquième et le tout dernier. Non, moi je veux qu'on parle des deux. Oui, ça fait deux. Ça fait les deux, oui. Voilà. On parle des deux, c'est-à-dire les gens qui viennent accueillir les pèlerins et les pèlerins eux-mêmes. Oui. Ceux qui viennent accueillir les pèlerins ou le pèlerin lui-même, quelles sont les activités après le pèlerinage? On a beaucoup à faire. Mais je reviens un peu derrière, je suis très satisfait du compte rendu de Junior en tant que patriote guinéen. Le ministre, c'est pas le ministre qui a été convoité. À travers lui, donc la Guinée est convoitée. Exactement. Ça, c'est une fierté pour tout Guinéen. Bien sûr. C'est pourquoi il faut saluer les actes posés par ce gouvernement. Quand j'ai eu le privilège, cette fois-ci, je vous ai informé de présider la période de Tabaski au 28 septembre. J'ai fait allusion à ça. Mon frère, quelle que soit votre position contre un commandant de bord d'un navire, ne vous mettez pas à le maudire avant la traversée. Acceptez jusqu'à après la traversée. Qu'est-ce que je veux dire? Le destin dont nous parlons, de la religion, la destinée d'une nation, la conduite de la destinée d'une nation, Dieu a mis dans les mains de l'autorité du moment. Vous ne pouvez pas vous réclamer patriote et vous combattez ceux qui ont aujourd'hui dans leur main la destinée du pays. Ça, c'est un conseil religieux. C'est pour tout le monde. Le pèlerinage dont vous parlez, les arnaqueurs, ainsi de suite. J'ai salué le communiqué de la RTG, lu par le ministre secrétaire général de la présidence. Exactement. Et plusieurs fois, il a demandé pardon. Ouais. Il a parlé de religion. Le président l'a instruit de présenter toutes ses excuses. Ouais. Avant de faire quoi que ce soit, quand on est un bon croyant ce jour-là, le monde était vraiment apaisé par ce communiqué. Oui. Et prend l'engagement qu'ils feront, Inch'Allah, la lumière sur cette situation. Ouais. Moi, je réitère ici de barrer le chemin devant n'importe quel Guinéen qui veut entraver l'évolution de ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui sur le terrain, même si on n'est pas Guinéen. Merci. Je reviens pour votre question.
Et pour vous aider avec tout ce qu'on a entendu concernant les militaires, moi je pense quelque part, ces militaires-là sont en train de faire le contraire. Parce que avant qu'on parle de militaires, les gens pensent que malformation, pas bien formé, c'est monter, c'est le contraire que ces militaires sont en train de prouver, et que dire militaire, ça ne veut pas dire de n'importe quoi. Mon frère, vous me faites revenir pour dire ce que j'avais dit. Militaire ou quoi? Qu'on le veuille ou pas, c'est pas un Américain, ni un Libérien, qu'on va l'accepter ici comme président. Qu'on le veuille ou pas, c'est un Guinéen qui viendra comme président. Bien sûr. Il est militaire ou civil. C'est un patriote, un engagé, qui veut faire la fête de ce pays et soulager selon ses possibilités les Guinéens. C'est cette personne qui est réclamée, même par la religion. Autant de CNDD. Quand j'ai dit au stade ce jour, je voyais même certains hauts cadres qui se mettaient à rire un peu. Autant de CNDD, j'ai causé avec un vieux. Peut-être il me regarde là où je parle, parce qu'il aime toujours regarder les choses. Il dit, moi je ne suis pas contre les militaires. Il dit, mais le pouvoir militaire que je ne veux pas voir dans ma vie, c'est pas eux. J'ai dit, papa, vous avez parfaitement raison. C'est parce que c'est pas votre fils biologique qui a accédé au pouvoir. C'est pas votre fils militaire qui est au pouvoir aujourd'hui. Si c'était votre fils militaire qui est au pouvoir, vous allez me dire que vous ne voulez pas voir un militaire. Il faut qu'on soit vraiment fidèle à ce que nous disons. Militaire ou pas, c'est un Guinéen qui est venu. Et il commence à poser des actes que tout le monde voit, c'est tangible, c'est palpable. Tout le monde a constaté. On a dépassé d'une période pour une autre. Chacun peut faire ses constats. Bien sûr. Même celui qui n'a pas fait l'école. Bien sûr que oui. Donc là où j'en viens, pour votre question, ce qui est interdit à un musulman, à la Mecque, en dehors de la Mecque, il est pèlerin, il n'est pas pèlerin. Tant qu'il est musulman, c'est interdit. Point. Je reviens là. C'est pas parce qu'il revient de la Mecque qu'on l'interdit de faire des choses. Ce qui est interdit à ce monsieur qui vient d'arriver hier, c'est ce qui est interdit à un musulman qui n'a pas été. Vous avez la nationalité islamique religieuse. Ce qui est recommandé, c'est recommandé à un musulman, pas à un pèlerin. Le pèlerin demeure musulman. Il revient. Ce que le musulman ne doit pas faire, il est Hajj ou pas. Après son retour ou pas, mais spécifiquement, on va parler de leur retour. Si vous commencez à en parler, embrasser les uns et les autres, mais un bon musulman n'embrasse pas une femme détruite. C'est ce qu'on appelle en arabe ça dans les zarias, pour éviter le pire. Le corps d'une femme parle dans le corps de l'homme. Si les deux font comme ça, même l'odeur, ça parle. C'est à partir de là, vous pouvez garder dans la tête. On dit en termes islamiques, ce qui est interdit, ça commence par quoi? Par le regard. Sourire. Parler. Rendez-vous et rencontre. Voilà les 5 choses. Une fois qu'il y a rencontre, c'est fini. On n'embrasse pas la femme de quelqu'un pour lui. Il faut être un bon croyant. Même serrer la main d'une femme de lui, il y a des sectes qui n'acceptent pas. Il y a des livres qui sont contre. Oui. Et il y a d'autres qui disent que non, c'est pas difficile. Il y en a qui ont fait l'allègement. Mais les fondamentalistes sont partis très loin. Pourquoi serrer la main d'une femme d'autrui? Si vous regardez normalement le démon qui existe entre l'homme et la femme, vous pouvez éviter même serrer la main de quelqu'un, la femme de quelqu'un. Et même une autre femme qui n'est même pas une femme mariée. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc s'embrasser là, vraiment, si les gens s'éloignent de ça, moi j'apprécie. C'est ce qui est mieux pour ne pas tomber dans le filet de démon demain. Et pour mieux vous accompagner, Haj, vous savez que dans la culture et l'éducation arabe, nous faisons ça ici, mais ça ne se doit pas. On ne dit jamais à la communauté arabe, et madame. Vous allez bien, ça va, et madame. Ça ne se dit pas dans la communauté arabe. Ça dit madame, c'est pas dans leur coutume, c'est pas dans leur culture. Notre relation s'arrête là. Tu peux dire les enfants, la famille, mais comme on dit, ça va, Max et madame. Vous dites la famille en général. Ça ne se dit pas, c'est la famille tout court. Mais la femme, vous ne parlez pas. C'est pourquoi certaines sont voilées avec la burqa, avec hijab. Et même, il y a des maisons, quand vous voyez certaines maisons dans les pays arabes, il n'y a que des petites persières là où se trouvent les femmes. Et ils peuvent regarder dehors, mais vous n'avez pas la possibilité d'identifier le visage d'une femme à partir de sa maison. Et à partir de là, parenthèse. Les gens aiment dire que non, arabe, on dit que non, ils aiment trop les femmes. Parce que nous, on n'aime pas sa femme. C'est pourquoi ton jeune ne fait pas engrosser ta femme après toi. Il n'y a pas de limite. Ouais. Il vient à n'importe quel moment, même à 2h du matin.
On va dire que c'est le jeune frère de Max. Numéro Mais c'est interdit. Non. Cette femme n'est pas interdite à son beau-frère. Le démon est là. C'est pas sa tante, c'est pas sa fille biologique, c'est pas sa maman. N'importe quelle autre femme, l'homme peut tomber sur elle. Mais bien sûr. Pour éviter ça, il ne doit même pas rendre visite à ta femme à ton absence. Non. On dit que c'est une méchanceté, mais rien ne se pose là-bas. On n'a jamais dit que quelqu'un est tombé sur la femme de son frère. Non. Parce qu'il n'y a même pas d'occasion. Non. Vous pensez que quand les hommes de la Mecque, de l'Arabie Saoudite, d'autres pays islamiques, les choses ne se passent pas parce que les gens sont empêchés. C'est pas parce qu'ils ont... Il y a déjà les barrières. Oui, il y a Bien des sûr, barrières. bien C'est pourquoi sûr. ils ont plus peur de Dieu que nous. Parce que nous, il y a des occasions. C'est comme les brochettes de la Carrefour ici. Tu peux ramasser la femme n'importe où. Ici, c'est un musulman qui se met pression pour ne pas tomber dans le filet du démon. Parce que les femmes dans tes mains ici, partout. Et on pense que c'est notre social, c'est une gentillesse. C'est là on a franchi même ce que Dieu nous a interdit de le faire. Les pèlerins, à leur retour, ça c'est un, s'embrasser, non. Ils n'ont qu'à s'éloigner de ça. Moi, mon problème même, cette dépense colossale que les gens se créent après leur retour. Je vous dis même avant leur départ, les 2 sacrifices qu'on enlève. M. Max veut aller à la Mecque, il enlève le sacrifice à Conakry ici, là où il réside. Il faut aller dans son village natal aussi, aller faire. Avant de quitter, peut-être, il a même égorgé des bœufs. Oui. Peut-être s'endetter, faire manger les gens. Et la dépense à effectuer. Il va tout faire ça et laisser les femmes à leur charge là. Il s'en va. Il se croit un bon pèlerin. Aller là-bas, à son retour, il a 1000 problèmes. Leur retour comme ça, c'est plus compliqué que leur aller. Les gens les attendent à Conakry pour les dépenses. On va au village. Il faut déplacer les véhicules, carburant et tout ce qui s'ensuit. Ton ami qui va vous accompagner, aller sur vous, il va aller là-bas constater. Il dit, monsieur Max, là, celui qui voyait là, mon ami là, à la télé, il n'a rien fait chez lui. Ouais. Il va pour ça. Et dit, on était mal logé. Ouais. Il m'a même mis dans la chambre des enfants. Mais lui n'a rien, c'est un fonctionnaire. Il n'a pas pu construire chez lui. Vous accompagnez un frère musulman dans un voyage sacré comme ça, parce que vous êtes fidèle à lui, pour aller chercher quelques bénédictions, et vous lui créez des problèmes. Après votre retour, vous gâtez son nom partout à Conakry. Ouais. Les gens n'ont qu'à éviter. S'ils savent pourquoi tout ça, là, au retour des pèlerins, il n'a qu'une seule chose que je connais. Le prophète a prié pour un pèlerin. Allahumma ighfir lil hajj. Pardonne le pèlerin. Et pardonne celui-là que le pèlerin a prié pour lui. Waliman istaghfar al-hajj. Nos parents sont inspirés. Dieu les a vraiment inspirés. Ils n'ont pas fait de grandes études. Chez nous, au village, nous tous connaissons. Quand El Hadj vient, même une vieille femme fatiguée venait, il a 500 francs en main, il met comme ça, et là je prie pour elle. Je donne ça comme exemple. Ce qu'il a demandé, c'est d'aller saluer El Hadj. Il prie pour toi parce que c'est un homme pur pendant 40 jours. Bien sûr que oui. Si le pèlerinage est exaucé, je ne dis pas de celui qui est parti dans l'illicite. Il a ramassé, s'est détourné. C'est un touriste qui est revenu. Mais quand tu ne peux pas le distinguer, c'est un pèlerin qui est là, vous lui demandez à prier Dieu. Il prie Dieu pour vous. Il n'a que ça. Et troisième chose, les gens pensent que le pèlerin, quand il vient, il faut faire 40 jours. Ah, si les 40 jours, non. Il a dit pendant 40 jours, quand il prie, Dieu exauce. Tu peux le rencontrer dans un taxi. Tu peux le trouver dans sa boutique à Madina. Parce que quand il tombe en Guinée tout de suite, la dépense de la famille est finie. Le lendemain, c'est à lui de commencer à donner la dépense. Il reprend ses activités. Il va dans sa boutique pour subvenir aux petits besoins de sa famille. Il commence les activités. Vous voulez chercher une bénédiction auprès de lui, mais rejoignez-lui là où il est. Ce n'est pas parce qu'il entend les gens dans la maison, il ne pousse pas pendant 40 jours. C'est ce que je voulais ajouter. Il y a les gens même qui font des maisons, des petites maisons. Et comment on peut... Ça, comme c'est quelqu'un revient, il a les moyens. D'accord, si dans son bien qu'on a pris avec son autorisation, on peut faire des choses, on perd les maisons, d'accord, il va recevoir le public. Faute de quoi, il reste dans sa chambre, salon-chambre. On n'a pas dit qu'un pèlerin c'est riche. On n'a pas dit quand on quitte le pèlerin, tu vis avec des milliards. On n'a pas dit que quand on fait la Mecque, tu dois être au-dessus de tout le monde. C'est un pauvre musulman qui s'est battu, il est parti s'acquitter de son devoir religieux. Il revient chez lui. Une personne ordinaire comme avant. Là où le bas blesse. Leur sacrifice là où j'insiste, ça fait des problèmes dans nos foyers. C'est M. Max, s'il est ministre de budget, je ne connais pas. Je le suis ministre de l'information un jour. Ou bien c'est une personne aisée.
il a les moyens. Il se marie dans une famille comme moi, pauvre ancien en situation de classe. Ouais. Au retour de notre beau-père, de la Mecque, chaque femme, nos femmes fait pression sur le mari. Qu'est-ce qu'on va présenter? Voilà le DNG. D'abord, les enfants se repartissent maintenant. Et on va dire que ceux qui travaillent, 500 000. Ceux qui ne travaillent pas, 200 000. C'est-à-dire sacrifice obligatoire. On presse les gens, ce n'est pas le sacrifice. Maintenant, nos femmes, ils ont des mères différentes. Elle a sa belle-mère, c'est ma belle-mère. Et dans la même famille. Un pauvre ancien. On dit que M. Max vient de quitter. Et tout ce que quelqu'un va donner, ça sera présenté publiquement. Ouais. Vous êtes d'accord avec moi? Bien sûr. Et là, M. Max est venu avec un magbana de riz. 2 tonnes. Ouais. Il a déposé ça. Il a envoyé 2 bœufs avec 15 millions. On me dit ça publiquement. Un pauvre ancien vient avec un sac de riz et 200 000. Et on a pris femme dans la même maison. Dans la même maison. Et les époux sont là. Les femmes ne sont pas de même mère. C'est des mères différentes. Mais je vous de la chaque maman maintenant se vante devant l'autre. Dans Madina, c'est condamné. Mais je bout de la cérémonie. Condamné. La façon n'est pas du tout bon. Pour 2 raisons. D'abord, au retour, tu trouves que votre femme est triste. Peut-être le lit là, ça va être dérangé pendant 1 mois. Le courant ne passe pas. Ouais. Vous voyez, j'ai vu, ils sont allés jusqu'au divorce. Je connais certaines familles. Ça crée le divorce. Mon mari ne m'aime pas. Mon mari ne m'aime pas. Il m'a mis la honte. C'est comme ton mari ne travaille pas. Exactement. Ça, c'est là-bas, c'est pas bon. Ouais. Présenter publiquement, ça, c'est un autre problème. C'est pour dire aux autres qu'ils n'ont rien. Mais troisième chose, on a fait même pression sur les gens là. C'est pas volontaire. Nulle part n'a été dit que quand ton beau-père revient de la Mecque, tu vas donner des millions. Tu vas sceller le pèlerin. Si tu n'as rien, mais tu quittes, tu t'occupes de tes affaires. C'est une femme que tu as pris. Ce n'est pas une dette que tu dois rembourser. Voilà. Maintenant, on a 1000 problèmes. En allant, tu as un problème. Au retour, tu as un problème. Les gens s'endettent pour satisfaire les gens. On vient manger 2 jours et danser équité. Et vous avez les dettes pendant un pauvre enseignant. Si je vais me comparer à vous, peut-être j'envoie 10 sacs de riz. Quand moi j'ai pris 4 millions, 5 millions, j'ai 1 million et quelques, je vais rembourser ça en combien d'années? Je te dis. Entre vous. On crée des problèmes là, aux gens, aux financiers, au nom de la religion. Voilà ce que moi j'ai ajouté. Que les gens peuvent accepter ou pas. Mais volontairement, si M. Max revient de la Mecque, il a les grands moyens. Dieu ne condamne pas quelqu'un d'un sacrifice aux autres. Mais de sa propre chair, que ce soit vraiment licite, et sans déranger aucune personne. Tu peux dépenser 100 millions. Dieu vraiment va te rétribuer. Vous allez avoir beaucoup de bénédictions parce que le sacrifice a des avantages. C'est le sacrifice volontaire qui est licite qui peut arrêter la colère divine contre un musulman. C'est le prophète qui le dit. Oui. Ça bloque les mauvais sorts contre toi. Ça traite quelques maladies que vous ne sentez pas qui est dans votre corps. Et vous allez obtenir la satisfaction divine. Le sacrifice est très bien, mais ce n'est pas de cette façon. Donc, amis téléspectateurs, je vous informe que Mamadou Diallo est déjà à Conakry. On va faire les cérémonies de sacrifice de ce monsieur à Yataya, dans le quartier de Yataya. Diallo, bonne arrivée. C'est une nouvelle. C'est un pèlerin qui vient, un nouvel âge que je voulais dire. Oui. Donc, dimanche, tout le monde se retrouve sur Dian à Yataya pour les sacrifices. Et Mohamed III, question pour Alej. Oui, bon, presque l'âge, il a tout résumé. Et l'âge, vous avez tout dit. Merci, bon. Mais est-ce que vous avez quel message aujourd'hui pour tous ces musulmans? Ce n'est pas le dernier mot, hein. Peut-être en tant que spécialiste en la matière, parce que vous savez, on a des gens qui ont étudié dans différents pays et qui envoient la culture et le comportement de ces différentes familles dans lesquelles ils ont étudié et qui se répercutent aujourd'hui sur la religion dans sa pratique chez nous. Et j'espère que vous avez un message pour ceci-là. Oui, un message. Parce que le Coran, il n'y a que 114 chapitres. On n'a que la Sunna et le Hadith qui constituent la parole du prophète. Nous avons deux sources d'inspiration. Voilà. Sunna et le Coran. Et les compagnes de professeurs qui ont appris avec lui. Je réponds le petit message. Ce n'est même pas grave. Je demande aux musulmans, chaque musulman doit s'intéresser à sa religion. C'est ça notre faute.
Une fois qu'il a fait d'autres branches, sa religion est secondaire, ce n'est pas leur affaire. Sinon, comment quelqu'un peut, à l'âge de 55 ans, 70 ans ou 60 ans, venir me voir, moi qui ne connais même pas comment laver du janaba? Comment se purifier après son contact sexuel avec sa femme? Un musulman, ça ne nécessite pas de faire de l'école pour ça. Si vous vous intéressez à votre religion, Dieu dit, il se pose la question. Oui. Il dit, connaissez-moi avant de passer à l'acte. Oui. Je demande à tout le monde d'abord de s'intéresser à sa religion, d'être fier d'être musulman. Notre problème, il y a des musulmans complexés. Je connais. Ah bon? Oui, il y a des musulmans complexés. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, s'il s'habille même en grand, difficilement de prendre ça, mais ça, c'est pas la religion. Mais je dis même parmi nous. Il y en a quand il dit moi, il dit de moi, il se doit de dire même moi, parce que c'est un peu collé à la religion. Et ça, quand un musulman te parle, il dit c'est-à-dire, c'est pas une fierté pour lui. Si vous êtes d'accord avec moi. Si vous dites qu'il n'y a pas une fierté, nous avons coopté ou on s'inspire beaucoup de nos comportements aujourd'hui, même de l'Occident. Pourquoi vous distribuez les bonbons à l'occasion des mariages? Les musulmans ont pris ça où? À l'information, c'est ce qui se passe. Oui. À l'éducation, c'est ce qui est là. Mais bien sûr. Dans tous les départements municipaux. Mais on s'inspire de mais est-ce que c'est pas parce que c'est l'administration que les gens font ça? Sinon que dans les pratiques, moi je pense que les colas sont bien indiqués. Sont respectés. Mais qu'est-ce que ceux qui sont dans l'administration? C'est pas des musulmans? C'est des musulmans. Mais pourquoi vous fabriquez autre chose? Donc tu penses que ça c'est des fabrications? Quand on est administrateur, ça veut dire ça c'est des fabrications des gens de l'administration. Oui, c'est une invention personnelle de personne. Hein. On a pris bonbon ou ce que je ne connais pas. C'est que je connais la source ou pas, mais ce n'est pas de notre religion pour une question de respect. Même la cola n'est pas écrite. Mais c'est notre coutume qu'on a trouvé et l'islam accompagne ce qui est bon. Oui. Mais une société, on ne peut pas rester ça une référence sociale. Bien sûr. Vous êtes dans ça, demain vous vous retrouvez dans autre chose. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Quand les gens veulent attacher même les colas là, pour les mariages, maintenant c'est toutes les colas viennent attacher, c'est comme ça vient de Fouta. D'abord, c'est qu'il a tout abandonné. On n'attache pas les colas de la même manière. Non. Jamais. Aujourd'hui, tout c'est comme ça. Oui. C'est bien arrêté. Et c'est ce qui se passe à Forêt. J'ai mes frères qui ont des épouses forestières. Je connais. Et nous avons épousé les filles forestières. Mais est-ce que ça c'est la religion? Ça, c'est pas la religion. C'est qu'est-ce que je vais vous dire? Quand les musulmans quittent de ceux qu'ils ont depuis 100 ans, ça n'a pas été interdit par la religion. On fabrique chez les autres, on abandonne ce qu'on a trouvé avec nos parents. Nous, tout ce que nos parents ont fait, c'est mauvais? Non. Ça, c'est l'influence. À côté. Non. Ça, c'est l'influence. C'est l'influence parce que vraiment, on n'a pas confiance de nous-mêmes. On est complexé devant les autres. Bien sûr. Et jusqu'ici, les autres ne nous ont jamais fabriqué. Vous descendez à Zélekouré, vous voyez les coutumes sont là. Oui. C'est respecté si vous voulez épouser une femme. Partir au Fouta, c'est la même chose. Ouais. C'est de l'autre localité qu'on est là, qu'on est de l'autre côté. Donc le message que j'envoie, c'est les musulmans. Il y a aussi l'influence. Il y a aussi l'influence des grandes villes, surtout les capitales. Il y a ça aussi. Non, mais les racines c'est ce que je veux dire. Il faut s'attacher à ta coutume. À ta coutume, à tes racines, quoi. C'est là où je suis. D'accord. Tout ce que l'homme regarde, si vous voulez prendre tout ça, là, même dans la rue de Conakry, comment vous allez vivre? Oui, laissez les gens dans ce qu'ils font. Est-ce que la dernière question que j'ai posée, vous avez fait prier les gens le jour de la fête au stade du 28 septembre. Du 28 septembre, oui. On veut connaître l'expérience, qu'est-ce qui s'est passé, c'était... voilà. Bon, le serment de cette fête avait deux phases. La première, c'est d'expliquer aux gens le principe et les pratiques de cette journée. Concernant le bélier, le sacrifice qu'on doit enlever, ça a expliqué quel type et à quel moment qu'il faut égorger et comment la viande doit être partagée. C'était la première phase. Après avoir appelé les Guinéens à l'unité nationale. Maintenant, si vous prenez la première partie, chaque musulman est appelé à trouver ce jour un animal pour verser le sang. Parce qu'on dit que c'est l'une des actions ce jour que Dieu aime le plus, celui qui a le moins.
C'est bon, on ne s'endette pas pour trouver la Guinée. Laisse-moi dire à nos imams, à nos religieux, vous êtes embêtés, sa relation d'un ministre est embêtée, on l'appelle au téléphone, ah, Mangué, la Guinée fait mon langue. Ça veut dire quoi? Vous n'êtes pas interpellé parce que vous n'avez pas égorgé le pilier. Vous n'avez pas le moyen. Dieu ne nous fera jamais supporter le fardeau au-dessus de nos capacités physiques, morales et matérielles. On ne commande pas pour égorger ce jour-là. Mais si vous avez les moyens, vous êtes demandé de le faire. Vous allez imiter qui? Sayyidina Ibrahim qui a commencé avec l'ordre de Dieu en suivant le prophète après. Oui. Cette viande on ne doit pas immoler aussi avant l'heure de la prière. C'est après la prière. Et la viande est à répartir en 3. Le premier tiers, c'est pour la famille, celui qui a immolé. Deuxième, c'est un cadeau qu'il donne à ses amis, à ses relations, à son ministre. Tu connais pourquoi? Le prophète dit Tahadou, Tahabou. Il dit passez par le cadeau pour consolider votre relation. Pour exprimer votre sentiment pour quelqu'un. Sinon, un max ne peut pas prendre un bébé donner à M. Fana. Mais Dieu demande, même s'il a 2 bœufs là-bas qu'il a égorgés, vous pouvez enlever 2 kilos sur vous aussi et vous amener chez le ministre. C'est permis et vice-versa. Le 3e tiers, c'est donner maintenant aux pauvres de son entourage. C'est ce qui a été expliqué. Maintenant, la 2e partie, c'était une question nationale. Oui, c'est pourquoi j'ai demandé. Quand on est avec vous, on veut rester longtemps avec vous. Mais je vais résumer ça en 10 minutes. Voilà. Très rapidement. Très rapidement. 2e partie, le serment appelle tous les Guinéens d'être patriotes. Chacun en ce qui le concerne. L'information pour Fana, infrastructure pour Mamadou Diallo, primature pour le Premier ministre, ainsi de suite. Le président, ce n'est pas un dieu à Ozubillah. Il ne voit même pas ce qu'il y a en dehors de son mire. Le mire, si on ne met pas les caméras en route, il ne voit rien. Ouais. C'est un être humain. Si les tâches, les responsabilités sont partagées, si tous les Guinéens ont la volonté, la crainte de Dieu, il veut mériter la confiance du président, il n'est pas seul. Il a été choisi parmi tant d'autres Guinéens. Il a peur de Dieu. On allait partir très vite. Mais si quelqu'un pense qu'il peut mettre par-ci, par-là, ce n'est pas un président qui est trompé, c'est toute la nation qui est dans la boue. Makandera, amis téléspectateurs. Makandera, je pense que Mohamed III, on va revenir. Je disais que chaque mois, une seule fois, on va prendre Makandera dans nos émissions et que Makandera a beaucoup de choses à nous expliquer ici même sur le plateau de la télévision guinéenne. Alors, notre envoyé spécial en Chine. Oui. Encore une fois, j'ai eu la chance en 1 minute de survoler le désert. Je suis rentré par l'Afrique du Nord et on a vu le désert de Sahara et on a vu la Méditerranée. Il faut encore prier pour nos autorités. Quand nos enfants sont sur le désert là-bas, on a les avions les chercher. Il faut leur dire merci. Et dire à nos jeunes frères que la mer que moi j'ai vue dans l'avion là, 2 heures. Tu n'es pas tombé dans ça. Non. Pas tombé dans ça. Tu n'es vraiment pas allé par la Méditerranée parce que ce n'est pas la solution. C'est pas la solution. M3. Félicitations à M. Makandera et je suis content pour mon jeune frère qui commence à survoler la nature. Il a vu les 2 heures de vol là, de l'océan, il a vu les 2 heures de vol là, sur la Méditerranée et il faut que les parents comprennent que les enfants s'ils doivent aller, ils n'ont qu'à aller légalement. Mais sinon, franchement, moi-même dans l'avion, quand je regarde ça, j'ai pitié d'eux parce que c'est pas une vie. Sincèrement. Seul Dieu tue, mais sinon là-bas, on est parti. Oui, mais comme disait l'autre, moi je pense pour éviter tout ça, prions, souhaitons que Dieu nous donne des bons leaders, des bons chefs pour réaliser nos ambitions, pour réaliser sur place, pour que tout le monde trouve un boulot, pour que les jeunes puissent se retrouver dans leur pays avec cœur joie, avec tout ce que vous connaissez de la richesse de notre pays. La Guinée est un pays riche, prospère et que quelque part, grâce à notre président, le président Mamadi Doumbouya, l'espoir est en train petit à petit de renaître pour la prospérité de notre pays, la Guinée. Amis téléspectateurs, je vous retrouve demain à partir de 11h.
30 minutes. Merci.